Hygiène alimentaire en milieu scolaire, la problématique est abordée dans ce journal. Une de nos équipes de reportage a parcouru quelques écoles publiques pour découvrir la réalité. Également dans ce 20h, un regard sur Mamadou Traoré, un migrant au service de la population. Il s'est battu plus de 30 ans à l'étranger pour que les populations de son village natal d'Akassenou dans la région de Kaye et environnant puissent aller à l'école, se soigner et consommer de l'eau potable. La chroniculture rend hommage ce soir à l'armée malienne à travers la musique Sewale, autrement dit le confort, une chanson historique dédiée aux soldats maliens dévoués et qui garantissent la quiétude des populations. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable vient de tenir une rencontre sur la participation du Mali à la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Objectif, donner une large information aux acteurs qui doivent participer à la COP 27 qui se tiendra en Égypte en novembre prochain. Agibou Koulibaly. La conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ou COP, se tient cette année en Égypte. Occasion pour le ministère en charge de l'environnement d'échanger avec les différents acteurs du secteur sous la COP 27. Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a mis en place une grande commission d'organisation pour la participation malienne. Il était question, là où est-ce que nous en sommes, de venir restituer. Nous sommes dans des groupes, déjà notre vision est connue, mais nous y serons pour apporter effectivement la touche malienne. Au cours de cette rencontre, les participants ont suivi avec attention une communication sur le rappel historique des COP, les enjeux de la COP 27 pour l'Afrique et le Mali. Nous partons pour aller nouer des partenariats féconds et stratégiques avec nos partenaires pour mobiliser des ressources pour le financement de ces programmes. Mais aussi nous partons pour montrer aussi notre solidarité à la communauté internationale pour faire partie de l'effort mondial de lutte contre le changement climatique. La COP 27 qui se déroulera en Égypte est une fierté pour l'Afrique. L'UNESCO, chef de file des partenaires techniques et financiers dans le domaine de l'environnement et des changements climatiques, sera présente à cette importante réunion internationale. Elle continuera, avec l'appui de ses partenaires, à porter le plaidoyer en faveur de l'élaboration de politiques de développement sensibles au changement climatique. Rappelons que la COP permet de faire le point sur l'application de la Convention, de préciser l'état de mise en œuvre des décisions des pays membres et de négocier des nouveaux engagements avec des objectifs communs ou individuels. Je vous l'annonçais tout à l'heure, hygiène alimentaire en milieu scolaire, la problématique est abordée dans ce journal. Une de nos équipes de reportage a parcouru quelques écoles pour découvrir la réalité. Suivons les constats. « 9h45, heure de la récréation au groupe scolaire 2 de Daouda Bougou. Des élèves sortent de la cour. Ils se pressent vers des vendeuses installées de part et d'autre de la route poussiéreuse qui passe devant l'école, augmentant de passage la quantité de poussière déjà présente dans l'air. Ces élèves, tout comme ceux rencontrés devant l'école Sainte-Thérèse du Fleuve, viennent acheter leur goûter avant le son de la cloche indiquant la fin de la récréation. Je sors et achète les pâtés parce que j'ai faim. Les parents ne mettent pas. Je suis venue acheter du jus. Quand je viens à l'école, on ne me donne pas de goûter pour venir à l'école, donc mes parents me donnent de l'argent. Devant le groupe scolaire 2 de Daouda Bougou, on trouve du pain accompagné soit d'une sauce aux couleurs rougeâtres, de quelques feuilles de salade ou encore des bonbons, du jus, bref, toute une variété de nourriture selon le pouvoir d'achat des élèves. Des aliments parfois exposés à l'air libre à la merci de la poussière et des mouches. Des conditions d'hygiène décriées par des parents d'élèves. Moi personnellement, avant de sortir chez moi à la maison, je prépare tout, madame prépare tout pour les enfants pour qu'ils n'aient pas accès vraiment à ces nourritures de dehors. Parce que personne ne sait comment est-ce que ces nourritures-là sont préparées. Quelles sont ces conditions d'hygiène avec ces maladies qui sont là, l'Ebola qui est là, donc le choléra qui est là. Franchement, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc vraiment, nous demandons vraiment aux parents vraiment de s'occuper vraiment de leurs enfants.
depuis la maison jusqu'à l'école. Vous voyez là où ils sont étalés, il y a énormément de poussière, les poussières des véhicules de la ville, ainsi de suite, qui peut aussi, même si ces aliments sont sains, mais qui peut aussi créer un autre problème d'hygiène et de santé. Au début de la rentrée scolaire, quand la directrice a pris la parole, elle a dit que les parents d'élèves doivent faire énormément d'efforts pour éviter à ce que les enfants mangent un peu de n'importe quoi dehors et de pouvoir trouver des aliments sains tous les jours pour une santé saine de leurs enfants. Quant aux vendeuses, elles se défendent de respecter les conditions d'hygiène. J'ai de l'eau à côté de moi pour laver les fruits que je vends. Même les bonbons que je vends sont emballés dans du plastique. Le sel et la patate douce sont bien fermés dans des tasses également. Cela fait presque 6 ans que je vends ici. Je respecte les normes d'hygiène. Ma famille et moi mangeons aussi ce que je vends. Du groupe scolaire 2 de Daoudabougou à celui de Sabali-Bougou, en passant par l'école Sainte-Thérèse du Fleuve, c'est le même constat. Les responsables de ces établissements sont conscients de cet état de fait. On a pris des dispositions par rapport à l'hygiène de ces aliments vendus. Ces dames-là ont reçu des formations par rapport à la gestion, par rapport à la conservation de ces aliments. Donc, dans la pratique, chaque jour, on vérifie ce qu'elles vendent et comment les aliments sont conservés. Donc, ceux qui ont reçu des formations, ceux qui ont reçu la formation font correctement le travail. Maintenant, par contre, ceux qui n'ont pas reçu la formation, alors on leur donne des conseils. Mais c'est des gens aussi qui sont là pour chercher leur gain-pain. Quelques rares fois, juste après la rentrée, à la récréation, il y a des enfants qui commencent à vomir. Donc, ce n'est pas pour confirmer, mais on peut quand même attribuer peut-être à la consommation d'aliments qu'ils ont eu à faire à la récréation. Et il est arrivé même une fois qu'on a pris des aliments dégradés. Ça a été fait ici, le cas a été fait ici. On nous a signalé ça et on est sorti. Effectivement, c'était des aliments dégradés. Alors on a ramassé, on a saisi ces aliments-là et on les a brûlés. Boubacar Djadje est conseiller communal à la mairie de la commune 5 du district de Bamako. Il explique que l'organisation des écoles incombe plus au comité de gestion scolaire en collaboration avec la mairie de la commune. Cependant, des mesures devront être bientôt prises. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Santé qui s'occupe des questions d'hygiène publique et à travers l'Agence nationale de la sécurité des aliments et avec le CGS comme je viens de le dire et avec certains acteurs qui travaillent pour le bien-être de l'école malienne. Aujourd'hui, c'est de décourager ces personnes-là, ces gargoutiers ou les gargoutières qui sont autour de l'école de s'installer de façon anarchique, qu'on sache ils sont qui, ils viennent d'où, comment ils travaillent, quelles sont les normes qu'eux-mêmes ils mettent en œuvre pour que ces aliments-là qui vendent aux enfants puissent être des aliments de bonne qualité, que puissent être des aliments sains. L'école, un lieu d'éducation et d'apprentissage, doit respecter au-dedans ou au-dehors un certain nombre de conditions d'hygiène. Il y va de la santé des élèves. Partons à la rencontre d'un homme qui conserve jalousement un trésor chez lui, ses cahiers d'écolier. Tenez-vous bien, il a 64 ans et il garde encore dans un état presque intact ses cahiers du premier cycle fondamental qui sont vieux de 53 ans. Il se nomme Lamine Traoré et il est administrateur financier. Ce conservateur veut que sa démarche inspire la jeune génération. Pour la première fois, il a accepté d'ouvrir ses portes à une de nos équipes de reportage. À la découverte des trésors de Lamine Traoré, c'est un reportage signé Abdoulaye Sako et Aruna Diara. À première vue, ce sont des cahiers identiques à tout autre. Mais attention, ne vous fiez pas aux apparences, car ceux-ci ont une histoire particulière, c'est d'avoir résisté à l'épreuve du temps durant plus d'un demi-siècle. En 1969, les élèves utilisaient la plume comme stylo. Et l'enfant de 11 ans qu'il était écrivait avec la plus grande discipline pour ne pas abîmer ses cahiers. Ce cahier, c'est le cahier de vocabulaire qui a commencé en novembre 1969.
lundi, le 17 novembre 1969. Donc nous avons commencé par une leçon de morale. Et ce cahier aussi, c'est le cahier de composition de la 3e année. C'était à Banamba. Donc c'était ici la composition de novembre, le 28 novembre 1900, parce que les compositions c'était mensuel. Et ce cahier, c'est le cahier de devoir de la classe 4e année, de ma 4e année. Donc ça a commencé le lundi 12 octobre 1970. Et toujours par une leçon de morale. Pourquoi faut-il s'instruire? J'ai décidé quand même de garder ces cahiers parce que non seulement ma maman me disait toujours, il faut toujours garder et les livres et les cahiers. À un moment, elle nous disait, ça va servir. Tes frères vont se servir de ces cahiers et de ces livres. Je veux que ces cahiers, ces documents servent d'exemple à la nouvelle génération et qu'ils s'inspirent réellement de ces cahiers et de ces exemples, surtout écrits à la plume. Ce n'était pas donné. Avec cet administrateur, vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Si l'état de conservation de ces cahiers en dit beaucoup sur sa discipline, sa bibliothèque ou encore la vivacité de sa mémoire confirme son côté méthodique et méticuleux. J'ai eu la chance aussi de tomber sur des professeurs qui nous quand même obligeaient à beaucoup lire. Et chacun de nous avait un cahier de lecture. Et tout de suite, après chaque lecture, on relève les nouveaux mots, les phrases importantes et tout. Et nous faisons des commentaires et puis des exposés sur ces livres-là. Et l'essentiel, ce n'était pas de lire un livre, mais il fallait retenir souvent. Par exemple, une fois, j'ai fait un exposé sur un livre de Jacques Roumain, gouverneur de la Rosée. Donc, dans ce livre-là, c'est écrit quelque part, si la volonté de l'homme se fait haute et dure comme une montagne, il n'y a pas de force sur terre et dans l'enfer qui puisse l'ébranler. C'est à la page 32, paragraphe 2. Et le maître nous exigeait. Mais vous avez fait cet exposé en quelle année? J'ai fait ça au lycée en 1982. Dans la famille Traoré, le caractère conservateur et organisé du chef de famille est connu de tous. Mais personne ne s'était imaginé qu'il a toujours en sa possession ses cahiers du premier cycle. Il ne voulait pas qu'on touche à ses anciens effets. Je savais qu'il gardait des archives, mais pas ses cahiers de 3e année et de 4e année. J'étais d'ailleurs surprise. C'est quand même une très bonne chose parce que de nos jours, il y a très peu d'étudiants qui ont encore leurs cahiers du premier cycle. Pour que ces œuvres qu'on peut qualifier de prouesses puissent inspirer la jeune génération, il a décidé de les mettre à la disposition du mémorial Modibo Keïta. J'ai préféré vous remettre ces cahiers pour conservation, pour garde. Voilà. Merci M. Traoré. Merci pour ce geste. Vous avez compris que le directeur du mémorial que je suis est tout heureux. Je suis dans mon rôle. Et nous vivons ici un instant qui n'est pas d'usage courant dans notre environnement. Les actes de donation. Nous recevons ici les scolaires de toutes les franges, du primaire à l'université. Et je vous assure que pédagogiquement, rien que la présentation de ces cahiers d'écoliers peut en inspirer plus d'un. En faisant ce geste, M. Traoré a vu juste, car de nos jours, rares sont même les lycéens qui n'ont pas égaré leur cahier de 9e année. Malheureusement, je n'ai pas mes cahiers de la 9e année, mais je suis en terminale quand même. Tu as perdu tes cahiers? On peut dire ça comme ça. Malheureusement, j'ai plus mes cahiers de la 9e. En attendant qu'un autre citoyen nous fasse découvrir ces précieux trésors cachés, ceux de Lamine Traoré sont au niveau du directeur du mémorial Modibo Keïta. Si ça vous tente, n'hésitez pas d'y faire un tour. Et ces informations complémentaires, Lamine Traoré garde l'essentiel de ses archives à Baguineda dans sa ferme où il veut ouvrir un centre de lecture. Son fils, aujourd'hui cadre de ce pays, a préparé son bac à partir bien sûr de son cahier de philosophie. Un regard sur Mamadou Traoré, un migrant au service de la population. Il s'est battu à l'étranger pour que les populations de son village natal d'Akasekou, dans la région de Kaï et environ, puissent aller à l'école, se soigner et consommer de l'eau potable. Du haut de ses 58 ans, le rêve de Mamadou Traoré est devenu une réalité après plusieurs années d'efforts consentis. Kansutu Kanouté.
C'est en 1987 qu'il a migré en France lorsqu'il était au lycée. Objectif, trouver une vie meilleure. Les débuts en France n'ont pas été faciles pour Mamadou Traoré. Il s'est livré à plusieurs petits boulots afin de joindre les deux bouts, sans oublier la famille restée au village. Il n'y avait pas d'adduction d'eau potable, de centre hospitalier, alors que le village comptait en 1994 déjà plus de 2000 habitants. Il fallait donc trouver les voies et moyens. La première école fondamentale était à peu près à 60 km de Dakassou. Je me suis dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et aussi, le second truc, c'était avoir de l'eau dans ce village-là, parce que j'ai vu mes parents, ma mère, souffrir de cet état. Par exemple, au mois de mars, avril, ils restaient autour d'un point d'eau pendant au moins 4 heures, 5 heures pour avoir 20 litres d'eau. Et dans le village, on a fait un SESCOM, on a créé un château d'eau, une adduction d'eau. On a créé un second cycle. J'ai dit, pourquoi pas ne pas aider les populations, les villages environnants qui ont des problèmes d'eau et dans ces villages-là. Mamadou Traoré a nourri une autre idée, celle de construire un grand hôpital qui pourrait accueillir plusieurs patients venant de partout au Mali et d'ailleurs. Et pour cela, il fut aidé par son frère. Le projet que j'ai, c'était l'hôpital mère-enfant. C'est-à-dire que construire un bâtiment à 2 niveaux et un bâtiment plat pour faire un hôpital mère-enfant. C'est-à-dire que service gynéco, obstétrique et puis pédiatrie. Bâti sur une superficie de 3 hectares, l'hôpital mère-enfant est ouvert depuis 2020 avec un plateau technique de nouvelle génération et tout ceci grâce à l'immigration. Grâce à l'immigration, on a tout ça. Parce que moi, je suis parti en France, mon frère est parti au Canada. Donc, il a fait la rencontre d'une famille extrêmement riche qui nous a aidés. Si ce n'était pas l'immigration, on ne pourrait jamais avoir ça. Je suis fier d'avoir fait cette structure-là au Mali, à Kay ici, presque la majeure partie de la population qui vient se soigner. Pendant la construction, ce qui m'a fait plaisir encore, moi j'ai créé à peu près 100 d'emplois ici à Kay. Après s'être battu pour en arriver là, M. Traoré ne souhaite encourager personne aujourd'hui à partir en France, aux États-Unis ou ailleurs sans visa. Surtout maintenant, je n'encourage personne, même mon pire ennemi. Il y a un jeune là qui m'a approché il y a 2 ans. Il dit, mais lui, il veut aller en Europe, comment il faut faire? J'ai dit, mon fils, il ne faut pas aller. Le travail que tu es en train de faire là, tu es payé combien? Entre 75 et 90 000. Reste là, tu vas réfléchir à faire quelque chose avec cet argent-là que d'aller à l'immigration. Il ne m'a pas écouté. Il est parti il y a 1 année, mais cette année, il est retourné, il m'a remercié, il m'a dit, ah, vraiment, tonton, ce que vous m'avez dit, si je vous avais écouté, j'ai perdu de l'argent. Et j'ai failli perdre ma vie. J'ai dit, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Quand vous nous voyez comme ça, ne pensez pas aujourd'hui, pensez au début. Quand nous on partait, il n'y avait pas de visa. C'était facile. L'hôpital La Mère-Enfant de Bongourou, situé à 3 km de Kay, a été construit à plus de 7 milliards de francs CFA. C'est un hôpital à vocation sous-régionale avec un plateau technique qui peut recevoir des patients du Mali, du Sénégal, de la Guinée et de la Mauritanie. L'association Tapital Poulakou a animé ce dimanche un meeting de sensibilisation dans la grande salle du Palais de la Culture. Un meeting qui s'inscrit dans le cadre des activités de la Semaine nationale de la réconciliation. Tout au long de cette rencontre, les différents intervenants ont fait passer des messages de paix et de cohésion sociale entre toutes les communautés du pays. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents à ce meeting. Mamadou Fane. La richesse et la beauté du Mali résident dans sa diversité culturelle. Ce meeting de l'Association des Amis de la Culture Pel Tapital Poulakou s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la Réconciliation. Occasion pour le président de l'association de rappeler le contexte de la Semaine nationale de la Réconciliation initiée par les autorités de la transition. Nous avons voulu tenir ce meeting pour répondre à l'appel lancé par l'État malien pour une réconciliation totale, pleine, entière. Aujourd'hui, nous avons placé ce meeting sous le triple signe de la unité nationale, de la réconciliation et de la fondation de l'État. Et nous tenons à réaffirmer, nous, communauté Peul, notre appartenance totale et entière à la communauté nationale du Mali. Nous sommes des citoyens à part entière. Nous souhaitons tout simplement que l'amalgame, la stigmatisation cesse et que tout le monde comprenne que tous les Peuls ne sont pas des djihadistes, loin s'en faut, et que parmi les djihadistes, il y a beaucoup qui ne sont pas Peuls.
Le président de l'association Tabital Poulakou a ensuite rappelé les événements majeurs qui ont marqué la vie de la nation, notamment le centre du pays. Une situation qui a connu une nette amélioration grâce aux efforts des autorités de la transition. L'objectif aujourd'hui, c'est le nouveau Mali. Le nouveau Mali ne peut que se faire quand les Maliennes et les Maliens se donnent la main. Ce meeting a enregistré la participation des représentants de toutes les confessions religieuses, la société civile du CAPEDEM et d'une délégation de Tabital Poulakou international. Des prières et des bénédictions ont été faites pour la consolidation de la paix, la stabilité et le vivre ensemble au Mali. Grand Grain a organisé hier samedi un débat citoyen avec les femmes de Sabalibougou en commune 5 du district de Bamako. Un débat dont le thème était « Rôle de la femme dans la refondation du pays ». Mohamed Sankare. Cet espace d'échange dont le thème est « Rôle des femmes dans le processus de refondation » consiste à impliquer les femmes dans les prises de décision pour un Mali nouveau. Un exercice citoyen initié par l'association Grand Grain. Nous avons estimé qu'il fallait aller vers ces femmes-là pour échanger avec elles sur leur compréhension de cette refondation qui s'est liée au Mali et comment elles pensent participer à cette action-là. Et vers la fin, au nom du Grain, arriver bien sûr à les mobiliser, à accompagner tout ce qui va se faire dans le pays. En termes de réforme, on parle aujourd'hui. Au cours de la rencontre, les femmes de Sabalibougou ont tour à tour évoqué plusieurs défis à relever. L'initiative, c'est de nous impliquer. Tout ce qui peut nous faire avancer, il y a dans le domaine de l'éducation, de l'assainissement, de santé. Pour les organisateurs, cet espace d'échange et de partage d'idées autour du thé est une occasion de recueillir l'avis des populations afin de les proposer pendant les grandes rencontres sur des questions d'intérêt national. Le ministère de la Santé et du Développement social et l'Association des techniciens de surface de la santé du Mali continuent leur journée de salubrité. Après le lancement officiel au CHU Gabriel Touré, ils étaient ce dimanche dans la cour de l'hôpital du Point G. L'étape du Point G était présidée par 2 membres du gouvernement. Suleiman Sidibé. Après le lancement officiel d'une vaste campagne de salubrité ce samedi à l'hôpital Gabriel Touré, l'équipe de nettoyage était ce dimanche dans la cour du Point G. Ici, les premiers coups de balai sont donnés par le ministre de la Santé et de la refondation de l'État. On a pris l'initiative vraiment de nous unir et de nous rendre encore plus forts, de rendre les hôpitaux et les CCRF plus propres. Un hôpital propre, c'est gage de bonne santé. Donc c'est une action salutaire que nous remercions, que nous encourageons et que nous souhaitons pérenniser. La santé et la propriété vont de pair, d'où l'accompagnement du gouvernement de la transition. Je voudrais vous rassurer de l'accompagnement de mon département et de tous les ministres, collègues membres du gouvernement pour l'atteinte de vos objectifs. Je voudrais également aussi remercier le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, pour sa vision et son appui constant à notre système de santé et de développement social pour le bien-être des populations. Le gouvernement de transition, sous le leadership du colonel Assimi Goïta, président de la transition, mais aussi avec l'implication active et patriotique de Madame la ministre de la Santé, Yaminatou Sangaré, a décidé donc de se consacrer à cette œuvre, une œuvre de refondation. Mais nous sommes dans un cadre de santé publique où nous sommes interpellés à plusieurs titres. Déjà, notre condition d'humain, mais aussi nos valeurs sociétales, le cadre de travail de santé qui va nécessairement avec propriété. La campagne ainsi lancée concernera tous les hôpitaux, les CCRF et les CESCOM du district de Bamako et des capitales régionales. Près de 14 000 cas de cancer ont été identifiés au Mali en 2020. Ce nombre peut évoluer si la sensibilisation n'est pas intensifiée. L'association Solidaris 223 lance les activités d'Octobre Rose à travers une conférence sur le thème « Vécu des personnes atteintes du cancer ». Batraoré.
Selon les informations recueillies dans le registre national du cancer du district de Bamako, environ 14 000 cas de cancer ont été détectés en 2020 au Mali. Parmi ces cas, on dénombre 4 400 cas de cancer du sein et du col de l'utérus. Face à cette situation, l'association Solidaris 223 engage la lutte contre ces fléaux à travers l'initiative Octobre Rose. Et depuis un certain temps, nous nous sommes lancés dans la sensibilisation au dépistage précoce. Mais jusque-là, on voit que c'est lent. Les femmes ne partent pas vers le dépistage précoce. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire intervenir des victimes du cancer, des gens qui ont été détectés à temps et qui sont en rémission totale. Et aussi des parents des patientes qui sont décédées. Plus le cancer est détecté à temps, plus on peut le guérir. La 4e édition de l'événement est célébrée sous le thème « Vécu des personnes atteintes de cancer », une façon de mieux convaincre l'auditoire au dépistage du cancer à temps. Cette campagne vise à dépister 10 000 femmes, assurer le traitement des lésions précancéreuses pour prévenir leur évolution en cancer. Au nom du ministre, des dispositions pratiques et concrètes seront prises par les structures appropriées. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré un nouveau cas positif sur 343 tests réalisés, 0 patient guéri et 0 décès. À ce jour, 17 patients sont sous traitement. Une délégation de l'Université d'État électrotechnique de Saint-Pétersbourg en Russie séjourne présentement au Mali. Cette visite entre dans le cadre du renforcement des capacités des étudiants professionnels et autres acteurs maliens à travers des bourses d'études dans les disciplines scientifiques. Une initiative portée par l'université privée Ahmed Baba du Mali. Boubacar Kanouté. Il s'agissait à travers cette conférence de presse d'informer l'opinion nationale sur les perspectives de la coopération bilatérale entre les deux temples du savoir, l'université Ahmed Baba du Mali et l'université d'État électrotechnique de Saint-Pétersbourg en Russie. Nous allons envoyer des étudiants chez eux et on va envoyer des enseignants se perfectionner là-bas. On peut envoyer également nos étudiants en master pour aller faire des stages pratiques sur des équipements que nous n'avons pas. Cette mutualisation des efforts permet de raffermir la coopération entre nos deux pays qui se portent à merveille. Alors, notre projet porte sur une formation, une mise à niveau, en commençant par les élèves, les étudiants, les professeurs, dans les disciplines comme la physique, la mathématique, l'informatique et la langue russe. L'université de Saint-Pétersbourg, elle a vu le jour en 1886. Elle a à son actif plus de 4000 étudiants, dont 20% sont des Africains. Parlons à présent de l'ouverture du forum de la communauté des blogueurs sous le thème « Rôle des institutions et acteurs des médias sociaux dans la lutte contre la désinformation ». Ce forum de 2 jours animé par les panélistes permettra de formuler des recommandations. Aliou Abdoulaye Touré. Ici au Mali, la désinformation est un sujet d'actualité et de préoccupation nationale à cause de la profondeur et de la complicité du phénomène, à tel point que les Assises nationales de la refondation ont recommandé la mise en place d'un logiciel anti-fake news. Face à l'ampleur de ces fléaux, la communauté des blogueurs du Mali tient pour la première fois ce forum sous le thème « Rôle des institutions et acteurs des médias sociaux dans la lutte contre la désinformation ». Une rencontre qui vise à identifier les causes de la désinformation avant de dégager les voies et moyens pour venir à bout du phénomène. Les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place importante dans toutes les dimensions de la vie de la société. Les fake news sont souvent à la base de conflits et enveniment les situations de crise dans beaucoup de pays. L'objectif global de cette rencontre est de créer un cadre pour permettre aux acteurs de faire le diagnostic et de proposer des solutions pour lutter efficacement contre la désinformation. Notre pays traverse une situation de crise sociopolitique et sécuritaire où la désinformation et les rumeurs peuvent contribuer à attiser la haine, la violence et à créer la méfiance entre les populations. L'organisation de ce forum constitue pour nous un grand moment d'échange approfondi sur la question de lutte contre la désinformation afin de formuler des recommandations pertinentes en vue d'assainir et de promouvoir le secteur de la communication et de la presse dans notre pays.
Au sortir de ces 2 jours de travaux qui regroupent des journalistes chevronnés, des chercheurs, des acteurs de la société civile et des représentants de l'État, les participants formuleront des recommandations pour l'accès des populations à des informations crédibles et vérifiées. Des produits alimentaires à 100 familles vulnérables de la commune rurale de Sadiola. Le geste est à l'actif de CEMOS SA. Il s'inscrit dans le cadre de la 27e édition du mois de la solidarité. Moriba Keita. Elles sont 100 personnes vulnérables de 8 villages situés dans la zone d'impact direct de la mine de Sadiola à recevoir des vivres et des produits alimentaires composés de riz et d'huile, sucre, lait, macaroni, spaghetti d'une valeur de 14 millions de francs CFA par la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola, CEMOS SA. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la 27e édition du mois de la solidarité. Je suis ici, cela fait 26 ans. Ce genre de geste ne m'a jamais été fait. C'est aujourd'hui que je reçois un tel don dans ma vie. Pour la première fois, je fais des bénédictions à tout le personnel de la CEMOS SA en ce mois de la solidarité. Après un examen attentif et diligent des préoccupations des communautés voisines, nous venons par ce modeste, et je dis bien modeste, geste de solidarité et de compréhension, apporter une centaine de kits alimentaires pour soulager, encore une fois, les populations les plus vulnérables. Nous sommes convaincus que ces dons contribueront à apaiser les souffrances des familles bénéficiaires. Au nom du préfet du Sac de Caille, nous adressons nos sincères remerciements à la CEMOS pour ce geste hautement salutaire et l'inviter par la même occasion à maintenir cet élan de solidarité en faveur des couches vulnérables. Rappelons que chaque bénéficiaire a reçu un kit composé de 2 sacs de riz, un sac de sucre, un paquet de lait en poudre, 2 bidons d'huile, un carton de macaroni spaghetti, d'une valeur de 131 700 francs CFA. Première édition du dîner gala de charité en faveur des enfants démunis et des centres d'orphelinat, l'initiative de l'association Arc-en-Ciel Rêve d'enfants. L'événement est parrainé par Omarou Diarra, ministre délégué chargé de l'action humanitaire. Ibrahim Kao Konaté. Placée sous le signe de la solidarité et du partage, cette soirée de charité est initiée par l'association Arc-en-Ciel Rêve d'enfants. Elle vise à lever des fonds pour faciliter l'insertion socio-éducative des enfants démunis. Notre objectif est de faire en sorte que ces enfants, qui par leur destin sont nés dans l'ignorance de leurs origines ou qui vivent dans une certaine précarité du fait de leur environnement social, par exemple des enfants issus des zones en crise, puissent, du fait de nos actions, espérer une vie meilleure, tout en leur faisant comprendre qu'ils peuvent partager le même destin que nos propres enfants. Ils nous apportent des trucs d'hygiène, des vivres. Ces dons permettront à Arc-en-Ciel Rêve d'enfants d'assister ces enfants dans leur centre et orphelinat, tout en leur offrant un meilleur cadre de vie. De manière générale, toutes leurs actions sont à saluer et toutes leurs actions ont un impact sur justement le bien-être des enfants et l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette soirée a été une occasion pour les nombreux donateurs de se manifester. Le ministre en charge de l'action humanitaire, parrain de la soirée, a remis des sacs de riz et du lait au nom des plus hautes autorités. Leur activité s'inscrit dans la droite ligne de l'orientation politique donnée par le président de la transition et aussi de mon département. Ça s'inscrit parmi les activités phares du mois de la solidarité. Depuis sa création en 2009, l'association Arc-en-Ciel Rêve d'enfants œuvre pour le bien-être des enfants vivant dans des conditions de vie difficiles. L'association malienne pour l'appui à la scolarisation et à l'éducation des filles Fawe Mali a procédé au lancement du projet La mise à l'échelle du modèle des écoles sensibles au genre pour l'équité et le succès des filles. L'objectif est de promouvoir le modèle des genres d'excellence dans nos écoles en vue d'améliorer la participation des filles à l'éducation. Jules Sambou-Sissoko. Le projet intitulé « La mise à l'échelle du modèle des écoles sensibles au genre pour l'équité et le succès des filles » est une contribution en vue d'améliorer l'éducation des filles et l'égalité des genres. La particularité de ces projets, c'est nouveau pour le Mali. L'innovation prend en compte d'autres dimensions testées dans ces 6 écoles qu'on a choisies. Le lycée Massamaran Diabaté, le lycée technique, l'école de Samé, second cycle 2,
l'école de Point G, second cycle, Sabalbougou, second cycle et Trokorbougou, second cycle. On veut montrer aux parents, on veut montrer aux jeunes filles, on veut montrer à la communauté, on veut montrer aux acteurs éducatifs qu'il y a des stratégies qui sont là pour maintenir les filles à l'école, pour les accompagner à finir leur cursus scolaire et que c'est possible. Cette initiative de centre d'excellence sensible au genre cadre parfaitement avec la politique nationale, a indiqué la conseillère genre au département de l'éducation nationale. Nous devons tous ensemble conjuguer nos efforts pour assurer à nos filles une éducation de qualité. Pour cela, je m'y engage au nom du département de l'éducation de ne ménager aucun effort pour la réalisation de cet objectif. Un consortium d'ONG composé de FAWE Mali, le laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales et la fondation Paul Gérin-Lajoie pilotent le dit projet dont la stratégie est participative et pertinente. À Aubedi, l'émission matinale sur ORTM 1 se délocalise dans la commune rurale de Sanangorba, située à une trentaine de kilomètres de Bamako. Objectif, être plus proche des téléspectateurs. Ibrahim Kaoukonate. La commune rurale de Sanangorba a accueilli en grande pompe la matinale Aubedi délocalisée. Aubedi, l'une des émissions de proximité qui rapproche davantage l'ORTM au public. Elle vise à informer et sensibiliser. La direction générale de l'ORTM est engagée depuis un certain moment dans une nouvelle politique qui consiste à délocaliser certaines émissions phares. C'est là conformément à son slogan, la passion du service public. Parce que pour nous, il est essentiel qu'on aille désormais vers les téléspectateurs. Ça nous permet de rencontrer non seulement ces populations-là, ces téléspectateurs, de renforcer la confiance, de renforcer la collaboration, et puis de l'autre côté aussi, de recenser leurs préoccupations. Voilà un peu l'idée qui sous-tend cette délocalisation de l'émission Aubedi. Aujourd'hui, on est à Sanangorba. Demain, on va être dans une autre commune et pourquoi pas même à l'extérieur du pays. Tout d'abord, je remercie l'ORTM pour le choix porté sur Sanangorba. Nous en sommes très honorés. Cette émission donnera la visibilité à notre commune et ses opportunités. Le thème débattu au cours de cette émission spéciale enregistrée à Sanangorba est le rôle des communes dans le développement de notre pays. Cette émission va vraiment beaucoup édifier mes administrés, plus que mes administrés, tous les citoyens maliens qui vont vraiment avoir la chance de tomber sur l'émission, ça va vraiment les édifier. Les gens nous voient à la mairie comme ça, on est élu, on rentre, on sort. Les gens ne viennent pas à la session, ils ne viennent pas, sauf s'ils ont des cas de mariage ou bien s'ils ont besoin d'acte de naissance, quelque chose comme ça. Ils ne savent pas réellement le rôle de la mairie, du maire, des conseillers, des adjoints, du personnel. Donc, cette émission-là a une très grande portée. C'est ce genre de missions qui doivent être sur les écrans de la télé nationale pour informer, sensibiliser et éduquer la population malienne à travers des thèmes qui vont pousser le Malien à se connaître soi-même. Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir développer cette nation? Nous souhaitons qu'il y ait d'autres encore, parce que sans communication, pas de développement. Donc merci l'ORTM. Franchement, je vous salue pour votre courage. C'est une émission que je suis beaucoup. Dieu merci aujourd'hui, Dieu m'a donné l'opportunité d'être sur la scène, voir comment les choses se passent. Ça, c'est une fierté pour moi. Aubedi et tous ses chroniqueurs étaient au rendez-vous, accompagnés par le sketch et la musique. Powerlifting, les arts martiaux et le football ont été les trois disciplines qui ont marqué la série des manifestations sportives de la Fédération malienne de sport pour handicapés. L'événement qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion s'est tenu à la base B d'ici à Bamako. Mohamed Kantao. La troisième semaine du mois de la solidarité
et de la lutte contre l'exclusion est dédié aux personnes handicapées. La Fédération malienne de sport pour handicapés n'a pas raté l'occasion pour organiser une série de manifestations sportives à la base B. Le powerlifting en hommes et dames a été la première activité de la partie. En dames, Kouroutoumou Koulibaly est sacrée première pour avoir soulevé 80 kg. En monsieur, Bakary Diallo enlève la part du lion en soulevant 120 kg. La deuxième activité a été celle des arts martiaux, précisément la self-défense. Elle a été marquée par des démonstrations et la remise des diplômes à 2 pratiquants. Quant à la troisième activité, elle fut le match de football qui a opposé l'équipe de Sundiata en noir et celle de Banzoumana en rouge-blanc. Avec les personnes handicapées, la compréhension de tout un chacun et le courage peut atteindre l'objectif. Au niveau national, nous avons organisé la 21e édition du championnat national handisport. Nous avons participé aux activités de la célébration de la journée olympique 2022. Nous avons également participé au Forum international sur le sport, édition 2022. Nous savons que le handicap là ne va pas être une occasion pour nous frustrer, pour nous dérouter et ne va pas nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Cette série de manifestations sportives qui entrent dans le cadre de la 27e édition de la célébration du mois d'octobre a vu la participation de plusieurs personnalités. Occasion pour le président de remercier tous ceux qui œuvrent pour le plein épanouissement des personnes vivant avec un handicap. À présent, la page sport, c'est avec vous, Sirakatou Sissé. Bonsoir. Bonsoir Fousseini Tunkara et bonsoir à tous. Alors du basketball pour débuter. Bonne nouvelle du côté de Niamey au Niger pour le stade malien de Bamako. Les Blancs se sont qualifiés pour l'élite 16 de l'African League Basket. Cet après-midi, à l'occasion de la 3e journée, le stade malien de Bamako n'a laissé aucune chance à Jinelec Basket du Niger 82-55 avec 2 victoires et une défaite. Le stade malien de Bamako retrouve la cour des grands. Football, Coupe de la Ligue de Bamako. Le stade malien de Bamako vient de se qualifier pour la finale en disposant 2-0 de l'équipe des 11 créateurs de Nyarila. En début d'après-midi, Afrique Football Elite AFE s'est baladé 6-1 devant Yélé Olympique. AFE disputera sa première finale de la Coupe de la Ligue de Bamako. L'affiche ainsi connue AFE Stade Malien de Bamako fera l'objet d'un communiqué. Avec votre permission, Fousseini Tunkara, la Coupe hors thème CAI a donné son coup d'envoi cet après-midi au stade Bassi Koulibaly avec la victoire de l'AS Légal Ségou 4-2 sur Siba FC. Les images nous seront envoyé ultérieurement par la station régionale. Alors, cette coupe hors thème à CAI entre dans le cadre des festivités des 30 ans de la station régionale, aujourd'hui sous la direction de Kansoutou Kanouti. Après Bamako, Tombouctou et Taoudeni, à qui le tour au niveau des stations régionales? La question reste posée. Merci Srakatou pour ces détails. La chronique culture rend hommage ce soir à l'armée malienne à travers la musique Sewale, autrement dit le confort, une chanson historique dédiée aux soldats maliens dévoués et qui garantissent la quiétude des populations. Alpha Maïga, notre chroniqueur qui s'est intéressé au sujet, est allé à la rencontre d'un professeur de critique artistique. Suivons ensemble. C'est une chanson qui résume tout sous le code de l'honneur adopté par le soldat malien avant de s'engager dans l'armée. Ce single, c'est chanté pour les armées maliennes. C'est une programmation. C'est des instruments avant, parce qu'il y a des pianos. C'est un arrangement des morceaux. Et tout sortes des instruments modernes, quoi. Voilà, il y a tout ça qui sont mélangés ensemble et faire les arrangements. Je pense qu'il est très important de donner 3 éléments essentiels. C'est d'abord la rythmique, c'est la mélodie
et entre les deux, une ligne de basse. Être soldat, c'est choisir bien, plus qu'un métier. C'est l'essence d'un engagement et d'une vie au service de la patrie. La chanson honore le soldat qui sert son pays avec honneur, courage et dignité. C'est une musique pour la troupe. Il y a les éléments de la fanfare qui interviennent dans le morceau. Parce que j'entends sur le clavier. La vraie musique est là. Cette musique-là est essentiellement basée sur la rythmique. Alors quand tu bases une musique sur la rythmique, tu es obligé de bouger. Donc c'est un mouvement. C'est un hymne du soldat malien toujours disponible et exemplaire. C'est l'ode héroïque, c'est-à-dire un poème lyrique divisé en strophes semblables entre elles par le nombre et la mesure des vers et destiné soit à célébrer de grands événements ou de hauts personnages. Ici, il est dédié aux soldats maliens. Dans ce style, non seulement ça permet à la jeunesse de prendre conscience, et ça permet à la jeunesse de suivre certains éléments nationaux comme les armées, comme la police peut-être ou la gendarmerie. C'est de voir d'abord le contenu du message et puis de voir comment les gens aiment leur armée à travers cette musique. Peut-être en chantant le morceau, nous sentons qu'on est fiers d'avoir une armée pareille et puis les chanteurs, tous les éléments qui passent là expriment la même chose. Tout le monde relate une qualité ou bien un avantage de cette armée-là qui lui plaît dans cette musique. C'est un hymne. Ça ne se limite pas seulement au Mali, c'est aimé. La Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, les gens ont aimé ça. La chanson détermine la mission de l'armée malienne. Une armée déterminée à sécuriser biens et territoires pour des succès présents, des succès futurs grâce à toutes les opérations menées. Quelques annonces avant de vous dire au revoir. D'abord, question d'actualité reçoit ce soir les femmes médiatrices africaines engagées pour la paix et la stabilité. Elles sont venues de 5 pays d'Afrique et ont échangé leur expérience avec leurs sœurs du Mali en matière de médiation. Quelle a été l'utilité de cette rencontre pour le Mali? La réponse, c'est dans Question d'actualité après ce journal, un débat animé par Sira Bachili. À suivre après ce journal Défense citoyenne, votre émission hebdomadaire consacrée aux actions des femmes sur l'étendue du territoire national. C'est avec Abdoulaye Sako. Et puis dans nos programmes de demain matin à 8h, donc l'émission qui a été à Obedi bien sûr enregistrée à Sanankoroba vous sera proposée. Cet autre communiqué émanant bien sûr relatif aux résultats du concours d'entrée à l'école des sous-officiers de Banankoro, session d'août 2022. Le directeur des écoles militaires informe les candidats au concours d'entrée à l'école des sous-officiers de Banankoro, session d'août 2022, que les listes des candidats admissibles sont apparu depuis hier vendredi, le vendredi 21 octobre 2022 vers 23h. Les dites listes seront affichées au lieu ci-dessous cités à la direction des écoles militaires ex-SNJ 6 à Djikouro Impara, au lycée Askia Mohamed, lycée Ba Aminata Diallo, lycée technique et à l'école centrale pour l'industrie, le commerce et l'administration. Le directeur des écoles militaires s'est compté d'avance sur la bonne compréhension de tous. C'est donc la fin de cette édition. Merci beaucoup. Que le bon Dieu nous assiste.